Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle affaire. Planté sur le bitume devant la porte de la prison, Colin embrasse rapidement sa mère et monte dans la voiture sans un mot. Tout juste libéré après une semaine d'incarcération, l'adolescent de 16 ans affiche la même indifférence que s'il rentrait de classe verte. Mais pour une fois, Catherine Griffiths n'est pas mécontente qu'il se taise. Ce matin de février 2023, la mère de famille n'a pas envie de parler non plus. C'est à reculons qu'elle est venue le récupérer au centre pénitentiaire de Lincoln, dans l'Oklahoma. Il faut dire que le contexte n'a rien de léger. Il y a tout juste une semaine, le soir de la Saint-Valentin, Colin a abattu son propre père. Le garçon plaide la légitime défense. L'enquête vient de lui donner raison. Mais Catherine a de sérieux doutes sur la version donnée par son rejeton, d'où le froid polaire qui règne dans la voiture. La mère de famille est inquiète. Comment les choses vont-elles se passer à la maison? Elle ne sait jamais ce qu'il y a dans la tête de son fils. En cet hiver 2023, le parricide qui vient de se produire n'est que la triste conclusion d'un long naufrage familial. Il y a 3 ans, Catherine et son époux, Charles, se sont séparés après 2 décennies d'un mariage houleux. Les rapports entre la mère et le fils sont alors exécrables. Et c'est donc chez son père que Colin décide de s'installer. Il a 14 ans, le visage barré par d'épaisses lunettes rectangulaires et l'humeur indéchiffrable sous ses boutons d'acné. Tout l'inverse de son géniteur, un macho ramenard, coureur de jupons et tristement prévisible. Entre ces deux-là, l'ambiance ne tarde pas à se tendre aussi. Jusqu'au soir où, à l'occasion de ses 15 ans, Colin annonce à son père qu'il aime les garçons. La nouvelle passe mal, très mal. Dès lors, dans leur appartement de Lincoln, les brimades et les éclats de voix deviennent quotidiens. Persuadé que son fils a été contaminé par ce délire à l'école, Charles décide de ne plus l'y envoyer, ni nulle part ailleurs. Coupé du monde extérieur, l'adolescent se retrouve en semi-captivité pendant près de 3 ans. Que fait sa mère pendant ce temps? Pourquoi est-ce que personne au lycée ne se soucie de son sort? L'histoire ne le dit pas. Ce que l'on sait, c'est que le 14 février 2023, peu après 13 heures, Colin appelle le 911 pour signaler qu'il vient de tirer sur son père. Lorsque les policiers arrivent à l'appartement, ils sont frappés par le détachement du jeune garçon, qui les accueille assis à côté du cadavre. « Je connais mes droits, je veux un avocat », leur annonce-t-il d'emblée. Entendu au poste, Colin raconte que son père l'aurait poursuivi avec un couteau. Terrifié, il aurait finalement saisi l'arme de la maison avant de l'abattre de 2 balles, à la tête et à la poitrine. Placé 1 semaine en détention provisoire, l'adolescent, on l'a vu, est finalement relâché au bénéfice du doute. C'est donc sa mère qui en récupère la garde, dans sa petite maison à façade crème située sur Astoria Avenue. Le duo, qui n'a plus cohabité depuis 3 ans, doit réapprendre la vie commune. Mais dès les premières heures, Catherine trouve son fils changé. Il n'est plus seulement bizarre, il lui fait peur. La première véritable crise va survenir au bout de 5 mois. Un soir de septembre 2023, pour le punir de ses mauvaises notes, Catherine annonce à son fils qu'elle le prive de console et de téléphone. La réponse de l'adolescent ne se fait pas attendre. Il a fait basculer au sol et la roue de coups de pied. La grand-mère, qui assiste à la scène, n'a d'autre choix que d'appeler la police. Lorsque les forces de l'ordre arrivent, le calme est revenu. Colin est enfermé dans sa chambre. Catherine soigne ses blessures. Sous le choc, elle demande aux agents d'emmener son fils loin d'elle et de l'obliger à consulter un psychiatre. Colin est conduit à l'hôpital, où un médecin lui prescrit 8 jours de repos. Ce même professionnel diagnostique chez lui un syndrome de stress post-traumatique, probablement consécutif aux violences subies chez son père, ainsi qu'un trouble de la personnalité. Fin septembre, lors d'un entretien avec le personnel soignant, Colin prévient qu'il tuera sa mère si on le force à retourner chez elle. « Je la jetterai hors de la voiture. Je lui tirerai dessus ou je la poignarderai, annonce-t-il calmement. J'ai déjà tué mon père, je peux le refaire. Légitimement inquiets, les médecins décident de le garder.
Mais en février 2024, après 6 mois d'observation supplémentaires, Colin est malgré tout renvoyé dans la petite maison crème. Les premiers temps, les choses se passent plutôt bien. Le traitement que suit l'adolescent semble lui faire du bien. Il est serviable, voire agréable de temps en temps. Début mai, pour fêter cette métamorphose, Catherine lui offre une voiture, avec un peu d'avance sur les résultats du bac. Mère et fils prennent quelques selfies devant l'auto et les publient sur les réseaux sociaux. Sur ces clichés, on voit Catherine au premier plan, rayonnante, avec son ado derrière elle, un timide sourire aux lèvres. Jamais ils n'ont semblé aussi proches, aussi apaisés. Cet état de grâce, hélas, ne va pas durer. Le 8 septembre 2024, vers 16h30, une violente dispute éclate à la maison. Les voisins, alertés par le bruit, voient Colin jeter une fois encore sa mère au sol et la traîner par les cheveux. Mais les cris s'arrêtent ensuite, et personne ne songe à alerter la police. À chacun ses problèmes. Sauf que 2 heures plus tard, c'est Colin lui-même qui compose finalement le 911. Et cette fois, il annonce froidement à l'opérateur qu'il vient de tuer sa mère. « Je me suis disputé avec elle », explique-t-il avec détachement. « Elle est tombée sur un couteau. Elle saigne du cou. Je crois qu'elle est morte. » À leur arrivée, les policiers trouvent l'ado dans l'entrée de la maison, couvert de sang. Catherine est morte. Il est impossible d'en douter. « Je connais mes droits. Je veux un avocat », claironne à nouveau le jeune garçon. Le gamin de 17 ans a-t-il assassiné de sang-froid ses 2 parents à 1 an et demi d'intervalle? C'est aujourd'hui la conviction du shérif Grady Judd. Concernant la mort de sa mère, les conclusions de notre enquête ne coïncident pas avec ces déclarations, explique le représentant de la loi, insinuant que le suspect aurait également menti la première fois. Si on le laissait maintenant aller vivre chez sa grand-mère, il ne fait aucun doute qu'elle serait la prochaine victime. Ce n'est donc pas pour un, mais pour 2 meurtres que l'adolescent, pas même majeur, pourrait bientôt comparaître devant la justice. Quand vous le regardez, vous voyez un enfant, conclut le shérif. Moi, je vois un psychopathe. Il reviendra maintenant aux avocats de Colin de démontrer que tout cela est un malentendu. Leur tâche s'annonce ardue. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle affaire.